Bonjour à tous. Donc oui, on va partir encore dans un autre contexte à travers le réseau Lac Sentinelle, donc je viens vous présenter. Donc moi, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, plus sur la thématique zone humide en général et puis la gestion de l'eau en montagne. Et depuis quelques temps, je travaille en lien avec ma collègue Carole Birk sur l'animation et la coordination de ce réseau sur les lacs d'altitude que je vais vous présenter maintenant. Donc en fait, c'est un réseau, on va y revenir après, mais qui consiste à suivre sur le long terme plusieurs lacs d'altitude sur les Alpes françaises pour l'instant et qui a vocation à s'étendre après à d'autres territoires. Donc dans ce contexte, qu'est-ce qu'on entend nous par lac d'altitude ? Donc ce sont des lacs qui sont situés à plus de 1800 mètres d'altitude. Donc par définition, ils sont situés en tête de bassin versant. Ils ont la particularité du fait de leur positionnement géographique d'être couverts de glace une majeure partie de l'année, au moins 6 mois, mais jusqu'à 10 mois ou plus pour certains d'entre eux. Ce sont des écosystèmes qui sont oligotrophes par nature, donc caractérisés par une faible productivité biologique. Donc c'est vrai qu'on sort un petit peu de pas mal de contextes qu'on a pu voir avec des lacs de plaine qui ont été présentés jusqu'à maintenant. Et ils sont, de par aussi leur situation géographique, souvent difficiles d'accès et considérés comme préservés de perturbations anthropiques. Alors considérés seulement, parce que quand on se regarde de plus près, on se rend compte finalement qu'ils ne le sont pas tant que ça. En tout cas, l'idée à travers ce réseau, c'était de se dire que aussi ce sont des lacs qui sont par nature situés assez loin d'activités humaines majeures et qui peuvent refléter des changements plus globaux, notamment des changements liés au changement climatique, et qui peuvent être intégrateurs de ces différentes modifications. Donc les lacs d'altitude, quand on y regarde de plus près, ils sont soumis quand même à plusieurs pressions, des pressions à la fois globales, donc changement climatique notamment, et puis locales aussi, à travers différents usages dans les bassins versants, notamment tout ce qui est pastoralisme, qui peuvent avoir un impact fort, les rejets des refuges, et puis différentes autres activités. Ce sont aussi des lieux, certains d'entre eux sont exploités pour la production hydroélectrique. Et puis il y a également l'effet touristique, alvinage aussi sur certains de ces lacs, et la pratique de la pêche. Ce sont des systèmes qui sont de petite envergure. Alors là, je vous parlerai après de l'Observatoire des lacs d'altitude. Dans cet observatoire, la majeure partie des lacs ont des superficies qui sont inférieures à 10 hectares et des profondeurs qui vont jusqu'à 30 mètres, mais guère plus. Donc on est sur des systèmes qui sont assez petits et qui sont donc particulièrement sensibles à des modifications physico-chimiques et biologiques. Et ce sont également, comme d'autres lacs de plaine, comme les lacs de plaine, des véritables archives naturelles des conditions environnementales passées, puisqu'ils enregistrent dans leurs sédiments l'historique notamment des usages sur les bassins versants et aussi par la décomposition de la matière organique, différents processus biologiques ou physico-chimiques passés. Donc le réseau, d'où il est né ? Alors il est né d'un constat de la part de différents gestionnaires dont nous faisons partie, puisqu'on gère, nous, en tant que conservatoire d'espaces naturels, 5 lacs sur le territoire de la Haute-Savoie. De plusieurs constats, les gestionnaires se sont rendus compte sur plusieurs de ces lacs qu'il y avait une augmentation de la production algale et l'apparition de cyanobactéries, alors qu'autrefois on n'était absolument pas soumis à ce type de phénomène. Une dégradation aussi de la qualité des eaux sur certains d'entre eux et des phénomènes d'hypoxie, notamment au fond de certains lacs, qui n'étaient pas forcément observés avant avec la disparition d'espèces. Je vous parle de choses d'une manière très globale, après on pourra parler un petit peu plus dans le détail si vous le souhaitez. Et donc l'idée à travers tout ça, c'est d'arriver, ces lacs sont quand même assez emblématiques dans ces milieux de montagne, d'arriver à préserver un état naturel du lac. Alors qu'est-ce qu'on entend par état naturel ? Là, on pourrait aussi, on débat régulièrement dessus, tout en maintenant aussi les activités humaines qui ont lieu sur ces lacs. Donc l'idée, c'est d'arriver à concilier les usages et à maintenir un état écologique, un bon état écologique. Donc à travers ce réseau, on se pose plusieurs questions. Déjà, on essaye d'expliquer comment fonctionnent ces lacs, comment ils évoluent également, quelle est leur trajectoire,
quels sont les impacts des activités humaines sur ces écosystèmes, quelle place tiennent les changements globaux, donc le changement climatique, dans ces évolutions, et comment on peut diagnostiquer tous ces changements et puis agir, nous, en tant que gestionnaires, pour remédier à d'éventuels dysfonctionnements. Donc c'est des questionnements qui sont assez ambitieux, et pour arriver à répondre à tout ça, il faut mettre en place des moyens scientifiques qu'on n'a pas forcément, nous, en tant que gestionnaires. Donc on s'est rapproché de différents laboratoires de recherche pour nous aider à traduire ces questions-là en questions scientifiques et puis à mettre en place les protocoles adéquats pour pouvoir y répondre. Donc je vous ai représenté là par une frise l'historique un peu de la création de ce réseau. Donc il faut savoir que jusqu'en 2009, différents lacs étaient suivis sur l'arc alpin avec des suivis hétérogènes. En 2009, c'est aussi l'année où l'ONEMA a mis en place un programme Aqua sur la ressource en eau dans les Alpes et où il y a eu des premiers échanges sur la nécessité de gérer ces suivis de manière un peu plus homogène. En 2010 ont eu lieu les premières rencontres sur les lacs d'altitude qui ont posé en fait les bases des rencontres annuelles actuelles du réseau. En 2012, on a pris officiellement la tête de la coordination et de l'animation de ce réseau sur les lacs d'altitude. Et en 2013, le réseau Lac Sentinelle s'est véritablement constitué en groupement d'intérêt scientifique. Donc c'est assez récent. L'idée, en fait, c'est d'être régi par une convention constitutive qui permet de rassembler scientifiques et gestionnaires sur la question de la gestion de ces lacs et de fédérer des moyens humains, techniques et matériels pour avoir vraiment un effort de recherche plus important sur ces lacs. Donc voilà, les acteurs du réseau, ils sont divers, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc on a tout un pool de gestionnaires, donc notamment nous, mais également des parcs nationaux, principalement les Écrins, le Mercantour et la Vanoise, et parcs nationaux de France, bien entendu, qui sont intégrés à ce réseau. Les gestionnaires, eux, ont la connaissance du terrain, et c'est vraiment une force vive qui est à même de réaliser les suivis sur le long terme. À côté de ça, il y a tout un pool de scientifiques pluridisciplinaires qui, eux, on s'appuie vraiment sur eux pour être garant de la qualité et de l'analyse des données sur le terrain, enfin de l'analyse et de la qualité des données que l'on acquiert. Et c'est vraiment eux qui vont traduire après les résultats de ces suivis et permettre de valoriser un petit peu tout ça. Et puis les usagers également sont associés à la démarche. Ils ont une connaissance de l'historique des milieux. Notamment toutes les fédérations de pêche ou EDF également qui gèrent plusieurs de ces lacs pour la production d'hydroélectricité. Donc les objectifs du réseau, je vous l'ai déjà un peu expliqué, donc c'est d'améliorer la connaissance du fonctionnement de ces lacs d'altitude, de suivre et de qualifier les tendances évolutives de ces milieux, donc c'est l'idée de trajectoire, et d'aider à terme à une meilleure gestion de ces milieux. Donc pour ça, on s'est doté de plusieurs outils. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est l'Observatoire des lacs d'altitude. Alors je vous ai pas mis de cartographie, il y en a une tout à la fin, je crois. Si vous voulez, on pourra regarder un petit peu. Il faut savoir qu'on a un site internet depuis l'année dernière aussi, avec une entrée cartographique qui peut vous permettre aussi de bien comprendre l'observatoire, quels lacs sont concernés par cet observatoire. Donc c'est 22 lacs qui sont suivis pour l'instant, on est plutôt principalement Alpes françaises, des lacs qui sont suivis par les gestionnaires avec l'aide des scientifiques. Donc il faut savoir qu'en fait le gros travail de cet observatoire là sur ces 22 lacs, ça a été de mettre en place un protocole commun de suivi, standardisé, homogène entre tous les gestionnaires. Donc il y a eu des discussions qui ont été engagées dès 2011 à ce sujet-là. Et on va dire qu'on a aujourd'hui un protocole qui est vraiment standardisé depuis fin 2013-2014. Et donc on commence à avoir des données depuis 2014 qui sont véritablement homogènes entre tous les lacs suivis. Donc le protocole, c'est celui-ci. Je vous l'ai pas mis là, mais on a une vidéo en ligne qui a été réalisée en 2016 pour vulgariser, montrer justement en quoi consiste ce protocole. C'est une petite vidéo, un petit clip de 3 minutes qui permet de faire comprendre, notamment aux locaux, comment on suit ces lacs et quels paramètres sont suivis. Donc il y a différents paramètres qui sont suivis. On va sur les lacs une fois par an
en septembre, durant le mois de septembre. Donc tous les gestionnaires se rendent sur leur lac sur ce mois-là. Pourquoi septembre? Parce que ça marque la fin de la période de stratification sur les lacs. Quoique, on se rend compte qu'il y a certains lacs qui ont déjà basculé, en fait, qui se sont déjà retournés à cette époque-là. Et les paramètres suivis, c'est les suivants, c'est la transparence. Il y a des profils verticales qui sont effectués avec une sonde multiparamètres, donc température, pH, conductivité, oxygène dissous. Et puis des prélèvements également sur toute la colonne d'eau de zooplancton, des analyses chimiques, phytoplancton et chlorophylla, et puis un système de mesure en continu de la température qu'on a agrémenté en 2016 de capteurs d'oxygène également. Donc là, on a des données haute fréquence qui sont générées sur ces lacs. Tous ces dispositifs sont installés à l'aplomb du point le plus profond sur chacun des lacs du réseau. Là, c'était juste pour vous illustrer en gros les paramètres qui sont suivis sur les 5 lacs dont on s'occupe sur la Haute-Savoie. Donc il y a des paramètres qui sont obligatoires. Donc là, sur les 22 lacs, tous les gestionnaires doivent réaliser ces analyses. Et après, il y a des paramètres optionnels qui sont mis en place sur certains lacs seulement. Donc c'est tout ce qui est chimie, phytoplancton, zooplancton. On a testé en 2016 la chlorophylla et les diatomées. Et puis après, il y a des études spécifiques qui sont menées sur certains lacs, donc notamment le lac d'Anterne, où on a conduit des études macrophytes cette année, et puis l'année dernière, et puis cette année pour compléter. Donc voilà, ça c'est pour vous schématiser un petit peu comment ça se passe au niveau de l'observatoire. Donc on a des campagnes de terrain qui sont menées donc en septembre. Toutes les données, donc ça c'est aussi assez récent, sont stockées dans une base de données commune. Donc ça a été aussi un gros travail. Alors l'idée c'était de pas forcément recréer une base de données parce que c'est beaucoup de travail, mais de s'appuyer plutôt sur de l'existant. Donc en l'occurrence, l'INRA de Thonon, dans le cadre de l'observatoire des grands lacs alpins, a déjà développé une base de données assez conséquente qui reprend un petit peu les mêmes données qu'on a sur les lacs d'altitude. Donc on s'est rapproché d'eux pour voir dans quelle mesure on pouvait utiliser cette base pour stocker nos données. Et donc ça, c'est quelque chose qui est opérationnel depuis l'an dernier, c'est-à-dire que toutes les données biologiques et physico-chimiques des lacs suivis sur ces 22 lacs d'altitude sont maintenant rentrées sur cette base de données de l'INRA par tous les gestionnaires. Et cette année, ils sont tous autonomes pour le faire, puisque jusque-là, c'était nous qui moulinions un petit peu ces données et saisissions dans la base de données. Voilà, puis il y a aussi via le site internet de la métadonnée qui est stockée, mise à disposition du grand public, et puis on commence à essayer de vulgariser ces données-là, sachant qu'on n'a pas non plus des données qui sont très anciennes pour l'instant. Mais en tout cas, il y a un gros travail qui a été fait en 2016, et j'aurais pu vous mettre quelques graphiques, mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, vous pouvez aller regarder sur le site internet si vous le souhaitez. De mise en forme graphique des données sur chaque lac sur toute l'année 2015. On va faire ça tous les ans. Et là, cette année, en 2017, il y a un premier travail d'analyse entre les lacs, des conditions entre les lacs qui va être réalisé. Le deuxième outil dont on dispose à travers le réseau, c'est des sites ateliers. Donc là, cette fois, c'est plutôt les scientifiques qui vont suivre ces sites-là. C'est des sites sur lesquels il y a des efforts de recherche plus poussés qui vont être menés. Et les gestionnaires vont les aider à appliquer les protocoles en question. Donc simplement pour illustration, je n'aurai pas forcément le temps de rentrer bien dans le détail, mais il y a notamment le site du lac d'Anterne. Donc ça fait partie des lacs qui sont suivis depuis longtemps maintenant, une vingtaine d'années. On a à disposition un grand nombre de données qui ont été utilisées dans différents travaux de thèse, mais c'est que cette année, là en 2017, qu'on va véritablement aller fouiller dans toutes ces données pour essayer de faire ressortir des choses, des tendances évolutives. Il y a notamment une étude qui a été menée par l'EDITEM, donc un laboratoire qui est sur Chambéry, pour caractériser les flux de sédiments dans le bassin versant et leurs impacts sur le lac. Donc là, vous avez en gros tout le dispositif de mesure qui est mis en place sur le lac d'Anterne. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus dense. Il y a différents capteurs de température qui sont en place depuis 2016. Et puis tout un appareillage, des appareils photos sur le bassin versant pour visualiser l'enneigement, des stations météo également. Et l'idée, c'est de voir également l'impact des crues sur le fonctionnement du lac. Un autre site atelier ici, donc dans le parc des Écrins, sur le lac de la Muselle.
Donc là, il y a différents laboratoires qui travaillent aussi sur ce lac. Et vous voyez qu'il y a aussi des données haute fréquence qui sont générées sur ce lac-là, notamment en termes de température et d'oxygène dissous. Là, il y a des capteurs tous les 2 mètres. Donc, il faut savoir que dans le cadre de l'observatoire des lacs d'altitude, on a des capteurs aussi haute fréquence, mais il y en a seulement 2, un en surface et un au fond du lac. Donc là il y en a beaucoup plus sur toute la chaîne. Alors là, sur le lac de la Miselle, il y avait à la base un problème de verdissement du lac assez prononcé. Pour faire très court, les études qui ont été menées, alors il y avait une grosse suspicion d'un rejet de refuge sur le bassin versant qui était susceptible de contribuer fortement à ce phénomène de verdissement. Et finalement, ça a fini par être écarté. Le refuge a été mis aux normes et le phénomène de verdissement continuait à s'accentuer et ce serait plus lié à un dépôt d'azote atmosphérique sur le bassin versant du lac. Voilà, et pour finir, le dernier outil assez important, c'est tout ce travail de mise en réseau et de communication. Donc on organise tous les ans, depuis 2010, des rencontres annuelles du réseau, où on se regroupe tous pendant 2 jours, voire 3 jours autour de la table pour faire un état des lieux un petit peu des suivis en cours, essayer d'améliorer nos protocoles, se poser des questions sur ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Valoriser ses résultats et puis toujours être en lien avec la recherche et voir justement sur quel effort de recherche on va pousser dans les années à venir. Là, il y a un travail qui va être mis en place, alors pas cette année, mais plutôt dans les années à venir, sur l'analyse paléo, donc le prélèvement de carottes de sédiments. On va essayer de faire ça sur un nombre maximum de lacs pour essayer, par une analyse entre le haut des carottes et le bas des carottes, pour essayer de voir justement s'il y a eu des changements passés déjà assez importants dans la composition de ces lacs. Voilà, je vous ai illustré aussi la signature du groupement d'intérêt scientifique à Megève en 2013. Donc on a un site internet interactif, donc ça c'est important pour nous parce que jusque-là on stockait de la donnée un peu partout et c'était pas forcément simple. Et sur ce site, on arrive vraiment à regrouper toute la donnée sur les lacs, donc vous pouvez vraiment aller voir ces infos-là. C'est de la donnée qui est publique et tous les travaux de recherche également, de thèse, sont mis en lien sur le site. Donc quand vous allez vous renseigner sur un lac, vous pouvez avoir accès à toute la bibliographie sur ce lac. Voilà, donc en termes de conclusion sur ce suivi long terme, pour nous, pour l'instant, je ne vous ai pas forcément présenté des choses très poussées au niveau technique comme ce qui a pu être présenté là à travers les autres présentations. C'est simplement qu'on commence seulement à travailler sur l'analyse de ces données et la valorisation. Mais pour nous, d'avoir déjà aujourd'hui une démarche qui est formatée avec un protocole standardisé, des outils communs de centralisation, de partage de données, c'est déjà un gros travail. Et on arrive donc à avoir des outils qui sont vraiment opérationnels. Il faut savoir que la difficulté des suivis long terme, c'est également les financements. Donc chaque partenaire finance une partie des actions sur fonds propres, mais on perçoit également d'autres types de financement, notamment l'agence de l'eau, mais là on est surtout sur un projet POIA jusqu'à la fin de l'année. Et on réfléchit déjà à la suite, toute la difficulté étant de pouvoir assurer les financements sur des dizaines et des dizaines d'années, ce qui n'est pas forcément simple. Voilà, donc il y a le bilan, c'est une dynamique forte, nécessité de renforcer toujours les partenariats avec la recherche. Et puis cette pression qu'on a aussi des financeurs qui nous demandent de valoriser ces résultats. Mais dans un suivi long terme, c'est pas forcément évident de les valoriser tout de suite. Mais ça nous oblige en même temps à penser tout de suite à la valorisation et à l'analyse derrière. Donc c'est plutôt bien. Et puis également, je l'ai pas forcément mis dans le diaporama, mais on a vocation à pas rester sur nos Alpes françaises. Donc on est en lien avec les Pyrénées. Il y a quelqu'un là du coup de l'agence Adour-Garonne qui pourra en parler. Même s'ils n'ont pas intégré le réseau, ils mettent en place le même protocole que nous sur leur lac. Donc ça nous permettra à l'avenir de pouvoir comparer les choses aussi avec les Pyrénées. Et puis on a vocation aussi, il y a une discussion en cours là pour s'ouvrir et étendre le réseau sur des lacs côté suisse et côté italien. Donc des personnes qui seraient intéressées pour rejoindre un petit peu cette dynamique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Moi j'avais une petite question sur la taille des lacs.
En fait, ils sont en dessous de la taille minimale de délimitation de masse d'eau des CE ou pas tous? Ouais, alors ouais, ils sont en dessous et puis ils sont dans des contextes particuliers. C'est un peu la difficulté qu'on a quand on veut essayer de qualifier l'état des lacs, c'est que si on se fie aux critères des CE, on est dans des systèmes qui sont tellement particuliers qu'on peut pas vraiment. Vous êtes inspiré du protocole des CE quand même. Oui, voilà, ça c'est quand même inspiré, mais c'est forcément adapté et on peut pas, on peut pas vraiment comparer avec les critères. D'accord, merci. Oui, j'aimerais savoir, parmi vos 22 lacs, si vous avez pu identifier éventuellement des lacs méromictiques qui se mélangent très peu, la couche de fond se mélange très peu et éventuellement avec un développement de bactéries pourpres. Ouais, alors il y en a. Il y a notamment des phénomènes d'anoxie sur le lac du Brévent qui sont fortement marqués. Et puis également sur des lacs côté écrin. Et après, des phénomènes de développement d'algues bleues aussi, il y en a sur certains, pas sur tous, mais il y en a sur certains, ouais. Et il y en a notamment ceux qui sont en plus basse altitude. Donc là, l'étagement altitudinal sur la totalité des lacs, on est entre 1850 et 2900 mètres d'altitude, donc on a quand même un gradient altitudinal qui est important. Et on a notamment sur les lacs les plus bas, donc les lacs de pelouse, des changements qui sont plus marqués que sur les lacs situé plus haut. En France, tu as le lac Pavin, qui est un bon exemple en Auvergne. Ouais. Alors après, voilà. Là, il passe qu'une fois, apparemment. Ils ont une mesure de température en continu. Voilà, à part la température en continu et maintenant l'oxygène, mais depuis seulement 2016, ça reste des campagnes qui sont très ponctuelles en septembre. Et c'est vrai qu'on aimerait tendre vers un système haute fréquence sur tous les paramètres, sur une majeure partie des paramètres. Mais c'est la limite un petit peu d'un échantillonnage annuel, quoi. Après, l'idée, c'est aussi un rapport coût-bénéfice où les gestionnaires peuvent pas mettre non plus trop de temps et de moyens pour ces suivis-là. Donc, l'idée, c'était d'optimiser un petit peu les suivis et de mettre en place ce qu'il faut, mais pas trop non plus pour que ce soit pas trop lourd, voilà, à supporter, quoi. D'accord. D'autres questions? Là, on a un peu de temps parce qu'il y a la pause après, donc. Allez-y. On va allonger la pause. Bon. Ah, pardon, excusez-moi. Moi, j'en ai une, c'est la question essentielle. Quelle est la principale ou les principales difficultés pour mettre en place un tel réseau? Alors, la principale difficulté, c'est vraiment la recherche de financement. Enfin, nous, comme on coordonne, en plus, c'est nous qui portons tout ça. Et ça devient vraiment compliqué et ça se tend là ces dernières années puisque les financeurs s'engagent pas sur 10 ans, ils s'engagent sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et le fait de se tourner du coup maintenant vers des financements européens, c'est bien, ça nous donne un petit peu un peu d'air. De stabilité à long terme. Mais par contre, c'est lourd à gérer les financements européens et on nous demande des justificatifs pour tout. Enfin, je pense que vous connaissez ça. Donc c'est pas forcément le plus simple. Et après, ce qui est pas évident aussi, c'est d'arriver à satisfaire l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire que chacun a aussi sa vision des choses et quand notamment on consulte les scientifiques, chacun a sa spécialité et c'est vrai que voilà, chacun essaye de tirer un petit peu vers lui pour qu'on oriente les suivis dans un certain sens. Donc c'est pas toujours évident d'arriver à tout concilier, à ce que tout le monde soit vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas une inflation des demandes des scientifiques? C'est un peu provocateur. Non, après les scientifiques, sur les sites ateliers, ils s'amusent bien, donc ça les occupe bien. Oui, justement, c'est pour ça que je pose la question. Et non, après ils sont conscients que nous derrière c'est des questions de gestion qu'on se pose, c'est pas toujours facile de traduire ça en questions scientifiques, quoi. Et des fois on est un petit peu en décalage, mais le fait de se poser tous autour de la table, c'est ça qui est bien. Et la pluridisciplinarité fait que c'est ce qui est intéressant, mais c'est ce qui complexifie aussi beaucoup les rouages et qui fait que c'est assez compliqué de se mettre en route, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Okay. Ah, une question au fond. Juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des apports par l'atmosphère. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé à mettre en place sur les plans d'eau ou...
Sur les lacs d'altitude. Oui. Ouais, alors il y a des études déjà qui ont été conduites pas mal sur les dépôts atmosphériques, notamment Tout à fait. azote et PCB aussi. Donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Pour l'instant, c'est pas un axe qu'on prévoit de développer, sauf à travers quand on va travailler sur ces carottes de sédiments où forcément il y a des choses qui vont ressortir. Mais non, sur le lac de la Muselle, en tout cas, il y a beaucoup de données déjà, notamment sur les PCB, il y a pas mal d'infos qui ont été qui ont émergé et qui ont montré justement l'incidence. Enfin, on arrive vraiment à retracer la présence de ces éléments-là dans le lac, quoi. Mais c'est pas pour l'instant, non, c'est pas sur cet axe-là qu'on va travailler tout de suite. C'est pas prévu.